Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi de novembre 2022. C'est le jour J pour la décision de politique monétaire américaine. Cette décision très attendue, je vous rappelle qu'on attend un pivot de la Fed et d'ailleurs les marchés estiment qu'il y a 45% de chances que l'on assiste à des hausses de taux moins conséquentes à partir du mois de décembre. Donc c'est vraiment ce qui a animé les marchés dernièrement. Alors on va essayer de récapituler un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de semaine. Alors ce qu'on a eu, on a eu une hausse lors de la première semaine de ce mois, lors de la première séance, pardon, de ce mois de novembre, aux alentours des sommets des plus hauts depuis le 21 septembre. Donc des indices américains qui étaient orientés vers le nord, mais ce souffle haussier s'est évaporé après la publication de certaines données américaines, dont notamment les offres d'emploi qui ont fait un bond inattendu en septembre après avoir enregistré une forte contraction en août, tirée par le secteur des services, selon le ministère du Travail. Et je vous rappelle que justement, le marché du travail est très suivi par la Réserve fédérale américaine et donc c'est un indicateur qui est déterminant dans les décisions de politique monétaire et ça a quelque peu sapé les attentes d'un pivot imminent de la Réserve fédérale américaine à quelques heures de cette décision et des indications surtout sur la trajectoire future des taux. C'est ce qui est attendu. Est-ce qu'on va augmenter les taux seulement de 50 points de base à partir du mois de décembre ou est-ce qu'on va maintenir ce rythme de hausse de taux de 75 points de base, un rythme qui est conséquent? Alors, on a connu des rebondissements tout de même hier lors de la séance, suite notamment à la déclaration du Conseil économique de la Maison-Blanche. Selon lui, lors d'une première déclaration, Biden a appuyé le pivot de la politique de la Fed. Alors dans ce contexte-là, en parlant de pivot bien entendu appuyé par Joe Biden, on a eu un affaiblissement du billet vert et des indices américains qui se sont renforcés. Mais cette déclaration a été corrigée en Biden a soutenu la décision de la Fed de resserrer sa politique cette année. Donc à voir, est-ce que c'était une simple erreur de déclaration ou bien est-ce qu'il y a une réelle information derrière cela? Est-ce qu'on va prendre connaissance d'un éventuel pivot? Est-ce que ça va être annoncé ce soir? À suivre, c'est ce qui est attendu et si c'est le cas, les hausses devraient s'accélérer sur les actifs risqués. Alors, on va parler un peu statistique, parce qu'il convient de noter tout de même que nous sommes en période électorale aux États-Unis, les mi-termes, et statistiquement, historiquement, le S&P 500 progresse pendant le mois des élections de mi-mandat aux États-Unis. Mais bon, bien entendu, d'un autre côté, si la Réserve fédérale américaine maintient son discours actuel et ne change pas sa position vis-à-vis d'une nouvelle réduction du bilan, le rebond que l'on voit actuellement sur les indices pourrait être qu'une simple correction au sein d'une tendance baissière plus large. Alors c'est vraiment la crainte à l'heure actuelle et bien entendu on aura plus de détails ce soir et surtout après la conférence de presse. Les journalistes vont parler du pivot, bien entendu. Ce sera la première question qui sera posée. Donc voilà pour ce point de vue statistique, historique. Alors un mot sur le marché pétrolier, parce que le marché pétrolier, comme d'habitude, est pris en étau entre plusieurs facteurs. Et là, il y a pas mal de facteurs haussiers pour le marché pétrolier. Alors, le premier facteur nous vient du Moyen-Orient, le second facteur nous provient de Chine. Concernant le Moyen-Orient, et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs une hausse de 3,5%, et donc on a effacé les baisses de la veille. Donc hier, on était dans le vert pour effacer les baisses de lundi, parce qu'il y a eu deux catalyseurs haussiers. Premier catalyseur haussier, il nous provient du Wall Street Journal. Alors, selon le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite a partagé des renseignements avec les États-Unis. Donc l'Arabie Saoudite a souhaité avertir les États-Unis d'une possible attaque iranienne contre des cibles dans le royaume.
Alors on se rappelle d'ailleurs que le soutien militaire était remis en question, le soutien militaire des États-Unis vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Mais visiblement, ce n'est vraiment pas le cas parce que en réponse à cet avertissement, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et plusieurs autres États voisins ont immédiatement relevé le niveau d'alerte de leurs forces militaires. Donc visiblement, l'Iran s'apprête à mener des attaques contre l'Arabie Saoudite ainsi que contre Erbil en Irak pour détourner l'attention des manifestations qui se déroulent à l'heure actuelle en Iran et qui vont débuter en septembre. Bien entendu, cela est issu du rapport, un rapport qui citait des responsables de haut niveau, des responsables saoudiens. Alors, donc on a eu des hausses sur le marché pétrolier et ce sont cette instabilité au Moyen-Orient qui a donné la première impulsion. Et ensuite, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'Empire du Milieu pourrait très prochainement assouplir sa politique zéro Covid et donc assouplir les confinements et donc libérer la demande en provenance de Chine. Donc ce sont les deux éléments qui sont haussiers pour le pétrole. Lors du dernier Good Morning Market, on avait un biais baissier sur le pétrole. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait deux projections d'Ossoda, on avait opté pour la projection baissière. Alors finalement, ça change tout. Vous voyez, le marché pétrolier est assez compliqué parce qu'il a beaucoup d'éléments, notamment géopolitiques au Moyen-Orient, à prendre en considération. Et vu la situation en Chine, plus grands importateurs de brut, il y a beaucoup de choses à suivre. Et donc, après ces nouveaux éléments concernant la Chine, une éventuelle restriction des confinements, de la politique zéro Covid, et en plus de cela, cette instabilité au Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite qui est peut-être menacée par l'Iran, ce qui causerait bien entendu, ce qui donc embraserait la région. Alors ça fait craindre sur l'offre de pétrole parce que s'il y avait des attaques sur l'Arabie Saoudite, des attaques également sur l'Iran, des attaques défensives d'Iran, qui est aussi un producteur de pétrole comme l'Arabie Saoudite, alors effectivement on comprend très vite que l'offre serait largement réduite, pénalisée, parce que les cibles de l'Iran seraient bien entendu des installations pétrolières, car il faut taper où ça fait mal. Et en plus de cela, on aurait un retour de la demande en provenance de Chine. Donc on voit le déséquilibre assez facilement, baisse de l'offre à cause de l'instabilité au Moyen-Orient, hausse de la demande grâce à la fin de la politique zéro Covid. Donc voilà pour ce point sur le pétrole, c'était important de le savoir, c'est peut-être ce sont peut-être des catalyseurs qui vont continuer de porter le marché pétrolier. Alors ceci étant dit, je me suis un peu attardé sur le pétrole, on va revenir sur les indices. Alors ici, comme on peut le voir, on stoppe complètement. Ici, le DAX stoppe complètement la projection d'Ossoda. Alors, on est arrivé à ce niveau-là, donc j'avais dit effectivement, on peut couper la position clôturée, surtout au vu du risque, au vu de ce trou d'air. Alors, on ne s'est pas encore éloigné, hein. On est toujours face à ce risque de trou d'air, surtout le jour de la décision de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En plus de ça, vendredi, on aura le rapport NFP sur le marché de l'emploi. Donc, c'est une semaine qui pourrait entraîner effectivement le DAX assez brutalement en baisse de près de 4% pour aller repasser sous les 13 000 points et aller chercher les 12 900 points. C'est justement cette SSB. Donc prudence. S'il n'y a pas de pivot en vue de la Réserve fédérale américaine, ça devrait s'écrouler. Et il y a ce trou d'air. C'est ce trou d'air qui va appeler les cours. On n'a toujours pas de validation de la lagging span. Vous voyez, elle intègre à peine le nuage. On l'a dit, la validation n'interviendra qu'à partir de 13 520 points lorsque la lagging span sortira. Et pour se hisser au-dessus de ce niveau, alors il faudrait que la Fed ne déçoivent pas les investisseurs. Alors en données H4, pas grand-chose, hein, pas de résistance, pas de support en vue. On passe directement sur le Nasdaq. Le Nasdaq a rendu une partie des gains, hein, vous voyez. Ici, on réintègre le nuage en données H4 et on attend la Fed. Hein. C'est la Fed qui va déterminer le prochain mouvement. Cette projection de Soda est toujours largement d'actualité tant qu'on ne repasse pas sous les 11 260 points, hein, sous le point B. En cas, si la Fed ne déçoit pas, on va très certainement sortir du nuage et aller chercher le 11 812. C'est la target pour ce soir si la Fed laisse entrevoir un certain pivot. En revanche, si ce n'est pas le cas, hein, vous voyez, on est très proche de la sortie du nuage, on est à près de 1,30% d'une sortie par le bas du nuage, et donc ça pourrait nous renvoyer vers les 11 060 points, hein, environ. Donc rien n'est joué à Wall Street.
en atteste, hein, la séance d'hier, une séance à deux vitesses. Alors ici, vous voyez le S&P 500 qui s'est confronté à son nuage, qui est en train de le longer. Donc on refuse complètement de l'intégrer. Et ici, on revient sur un précédent palier de Kijun, les 3864. Donc, quelles seraient les conséquences d'une Fed qui répond aux attentes et qui annonce ou qui laisse entrevoir un pivot? Donc là, on pourrait on pourrait tenter de sortir par le nuage journalier, hein, et donc progresser ici à l'intérieur de cette zone verte. Et il y a un niveau qu'il faudra franchir si on parvient à sortir du nuage. Ce sont les 3983. Sinon, vous voyez, on a un nuage en support. Si la Fed déçoit, on pourrait aller chercher le seuil psychologique à 3800 points. Donc vous avez ici les deux scénarios. Vous voyez ici le Dow Jones, lui, qui était sorti de son nuage par le haut sur le point de donner une validation de signal et confronté à la résistance que l'on avait marquée, et vous voyez le trou d'air. Donc autant vous dire que si la Fed déçoit, on pourrait voir des baisses de plus de 2% pardon, sur les indices américains, voire 3%, pour aller chercher ces supports, pour aller chercher le nuage en données journalières. Alors en données H4, pas grand chose à l'horizon, hein, ici. Le but sera de se hisser au-dessus de ce retracement, les 33 200 points, pour continuer ce rebond. Si la Fed déçoit, je le répète, ce rebond n'aura été qu'une correction haussière dans l'enceinte d'une tendance baissière de plus long terme. Vous voyez, en vue d'envisager peut-être un retournement de tendance, c'est très simple, c'est la théorie de Dow. Tant qu'on marque des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas, nous sommes en tendance baissière. À partir du moment où on va marquer un nouveau sommet, qu'on va se hisser au-dessus de ce niveau-là, la séquence baissière sera cassée parce qu'on n'aura plus de sommet de plus en plus bas. Hein, c'est la théorie de Dow, c'est vraiment la base de l'analyse technique. Vous voyez ici, c'est une vraie tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Vous voyez les sommets, ils sont de plus en plus bas et c'est ce qui caractérise une tendance baissière. Alors certes, ici, on a eu un bull trap, on a cassé un précédent sommet, mais vous voyez, après, on est allé immédiatement marquer un creux de plus en plus bas. Des creux qui sont aussi, comme vous pouvez le voir, de plus en plus bas. C'est vraiment caractéristique, c'est la définition même d'une tendance baissière. Et si on venait à se hisser au-dessus de ce niveau-là, il faudra encore une fois que ce ne soit pas un bull trap. Je pense que là, on pourrait vraiment parler de retournement de tendance. Tout dépendra de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc voilà pour les indices américains. On passe à présent sur les crypto-monnaies qui sont aussi, on ressent cet attentisme. On attend la décision de la Réserve fédérale américaine. On en a parlé avant-hier. Le risque ici, c'est de s'endormir dans ce range, de s'endormir sous la SSB. On est très précisément à ce niveau-là. Il faut réussir à progresser, à sortir du nuage, s'installer ici. À ce moment-là, on aura de nombreux supports qui pourraient tenir en cas de mauvaise nouvelle. On aurait la SSB, on aurait la Kijun, on aurait cette moyenne mobile à 50 périodes. Donc, le Bitcoin doit réussir à se maintenir dans la durée au-dessus des 20 500 points, au minimum jusqu'au 5 novembre, pour avoir ce support ici, cette SSB. Sinon, si le 5 novembre, ce niveau est résistant, ce sera l'inverse, ce sera beaucoup plus compliqué d'en sortir par le haut. Et on le voit, la Kijun viendrait s'étendre ici, on aurait un tout petit range. Et donc on pourrait encore une fois s'endormir dans ce range avant d'avoir un réel signal. Donc voilà pour ce petit récap. En plus de ça, si on arrive à sortir du nuage, ça continuerait, ça irait dans le sens de cette dynamique haussière, avec une sortie par le haut du nuage, avec une moyenne mobile à 200 périodes qui continue de se replier, une moyenne mobile à 50 périodes qui se redresse et peut-être une golden cross, croisement de ces deux moyennes mobiles. Donc vous voyez un petit peu le scénario haussier. Beaucoup dépendra des prochains jours. Où se situera le Bitcoin lors des prochains jours? Est-ce qu'il arrivera à rester au-dessus des 20 500 pour continuer donc pour continuer la construction peut-être d'un retournement de tendance? Ou est-ce qu'il va justement échouer et donc réintégrer un range ici
avant un éventuel signal, avec le risque d'avoir un nouveau repli, une nouvelle mèche basse pour aller chercher à nouveau un creux. Donc c'est vraiment le risque pour le Bitcoin. Vous voyez, on est revenu en pullback sur la borne supérieure du précédent range. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a à présent un nuage qui vient renforcer cette borne supérieure. Alors concernant l'Ether, on avait eu ce signal, mais on attend vraiment la sortie du nuage. Vous voyez, l'Ether n'y arrive pas. Il faut sortir du nuage pour aller s'attaquer à cette moyenne mobile à 200 périodes et aller chercher les deux objectifs théoriques successifs. Sinon, on va aller chercher directement la SSB s'il y a des mauvaises nouvelles ce soir. L'Ether en données H4, on a parlé de cette probable figure en épaule-tête-épaule. Alors, on y échappe pour le moment. L'Ether tient bon. Vous voyez justement, l'Ether tient bon très précisément sur le sommet de la pseudo première épaule. Donc, il n'y a pas de seconde épaule en formation pour le moment. On tient bon. Le nuage arrive en soutien par la suite. Donc voilà, c'est de bonne augure. On avait eu un mauvais pressentiment avec peut-être une prochaine formation en épaule-tête-épaule. Ce n'est plus le cas. L'Ether tient bon. Le nuage arrive en support. Donc voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec assez rapidement le gold. On n'a pas grand-chose pour le moment. Le double creux, on s'en éloigne. Tout dépendra du dollar américain qui lui-même réagira à la décision de politique monétaire. Pétrole WTI, donc vous voyez, hier, on a, suite aux nouvelles, complètement effacé la baisse. Complètement. Alors, on avait deux projections de soda, on tablait pour celle-ci, dernièrement, avant-hier, mais suite aux nouvelles fondamentales, on pourrait peut-être aller chercher plutôt ce niveau-là, les 106 $. Maintenant, on va plus se pencher vers une vague haussière au vu des fondamentaux. Et d'ailleurs, vous voyez, on est en train de sortir du nuage par le haut. Et donc, cela confirmerait ces perspectives haussières-là. Donc, à suivre. En tout cas, attention, en cas de conflit au Moyen-Orient, il est assez clair qu'un retour à 120 $ serait largement envisageable, voire plus haut. Et ce n'est vraiment pas le moment. Donc voilà pour le pétrole WTI. Le gaz naturel, on est dans un range ici, entre ces deux niveaux, la projection de soda et, souvenez-vous, l'objectif théorique de la figure en épaule-tête-épaule. Donc à voir pour le prochain mouvement. Le café est en train de se stabiliser. Alors, je le répète, j'envisage un retour vers les 190,50. C'est quelque chose que l'on observe assez souvent, justement sur le café. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu un renforcement du réal brésilien. Vous voyez ici cela a permis justement au café de se redresser. Vous voyez d'ailleurs, on a toujours le graphique USD-BRL qui est superposé. Vous voyez ici le cours de l'USD-BRL qui s'est replié, permettant au café de se redresser, même si on a effacé une partie de ses hausses. Alors le coton aussi, c'est assez intéressant. Voilà, tout simplement, vous voyez comme on s'est hissé ici à l'intérieur du nuage. Il y a des éléments fondamentaux qui ont permis justement une reprise des cours du coton. Alors il me semblait que j'avais un graphique en données journalières assez clair à ce niveau-là. Voilà. Donc ce graphique, souvenez-vous, on avait parlé de cette figure en épaule, tête-épaule inversée. Donc on a peut-être marqué un creux. Maintenant, le tout est de casser la Kijun. Si on casse la Kijun, on a une belle amplitude de mouvement pour aller chercher éventuellement les 89. Donc on va garder le coton sous surveillance et en H4, cela pourrait se matérialiser par un signal, une sortie de nuage par le haut. Donc ça me semble assez clair entre les données journalières et H4 pour qu'on s'y intéresse. On passe à présent sur le compartiment, sur le marché d'échange. Alors peut-être un mot sur le maïs, très rapidement, parce qu'on a eu de belles hausses sur le maïs et le blé. Alors vous voyez ici le maïs. Donc on est en train d'osciller, on avait tracé ces 3 E concernant le maïs, les 3 objectifs avaient été atteints avec une figure en épaule, tête-épaule et un renversement de tendance pour revenir à E1. Donc maintenant si on casse E3, si on casse les 701, c'est très intéressant parce que souvenez-vous, on a toujours un gap à combler qui reste béant, le voici, vous voyez ce gap, c'est un gap de près de 5% à combler et si on casse E3,
on va combler ce gap, on va chercher les 750. Donc c'est pour ça que le maïs va nous intéresser également. Il y a pas mal de choses sur les matières premières, ça s'est un petit peu décanté. On passe à présent sur le marché des change avec un euro-dollar, vous voyez, qui ne parvient pas à retrouver des couleurs, mais on va commencer par le biais vert qui ne s'est toujours pas attaqué à cette résistance, mais là, tout dépendra de la politique monétaire américaine. Donc soit le dollar se replie pour aller chercher les 109, ce qui permet à l'euro-dollar d'aller chercher la parité et de sortir par le haut du nuage. Donc on est vraiment, c'est une séance qui sera déterminante pour le marché des changes, pour le billet vert et pour l'euro-dollar. Soit l'euro-dollar s'effondre et ça aura été simplement une correction haussière dans une tendance baissière de court terme, soit on construit vraiment quelque chose, un retournement de tendance ici, et pour cela il faudra marquer un nouveau sommet. On a marqué ce sommet là, il faudra aller un peu plus haut, et ça deviendra possible si et seulement si on sort par le haut du nuage. On pourra aller chercher très précisément ce niveau là, les 1,019, dernier rempart avant l'oblique baissière. Donc voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée, et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.